Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette seconde partie est dédiée à l'analyse du scénario de Soul Reaver et... Tiens, personne vient interrompre mon intro aujourd'hui? La qualité de ce chef-d'œuvre doit les rendre muets d'admiration. Allez, aiguisez vos griffes et vos crocs, car aujourd'hui, on se lance dans l'étude du deuxième opus de Legacy of Kain. We're close. There should be an oasis in Alors, petit point de contexte mine de rien. Si vous vous souvenez bien, nous avions abandonné Kain à la fin de l'épisode précédent face à un choix cornélien. Sacrifier son existence pour restaurer les colonnes et l'équilibre de Nosgoth, ou les laisser péricliter pour asseoir une domination vampirique sur le monde. Et évidemment, quelle voie a été canonique? Hein? La vertueuse? Kain, un des êtres à l'égoïsme et l'ambition les plus démesurés de tous les jeux vidéo du monde, lui, se sacrifier pour les autres? Vous trouvez pas qu'il y a un bug dans votre raisonnement? Bah oui, évidemment, Kain a refusé le sacrifice, Nosgoth s'est mise à pourrir sur ses fondations, et Kain s'est levé une armée de vampires, lui permettant de mettre en place un empire absolu pendant 1 millier d'années. Et ses généraux, qui sont également ses fils, sont au nombre de 6. Raziel, Melkia, Zéphon, Turel, Rahab et Duma. Sauf que dans l'introduction, une toute nouvelle particularité nous est expliquée. Tous les vampires, au bout d'un certain temps, évoluent, développant de nouvelles capacités physiques ou mentales, et donc de nouveaux pouvoirs. Une petite précision qui aide à comprendre pourquoi Vorador était un vampire qui ressemblait plus à un démon qu'à un être humain. Chacune des mutations est d'abord obtenue par Kain, et c'est seulement après quelques années que ses fils suivent cette voie. Mais un beau jour, voilà que c'est Raziel, premier-né des fils de Kain et lieutenant favori de ce dernier, qui se révèle avoir muté avant son maître, développant des ailes. Un acte de trahison qui pousse Kain à le mutiler et à condamner son rejeton à mort. Ouais, vu la psychologie de Kain, ça me choque pas des masses. Raziel est alors conduit au lac des morts, un tourbillon perpétuel, et jeté à l'eau. Et je vous le rappelle, dans cet univers, l'eau a sur les vampires le même effet que de l'acide. Ce qui a conduit notre protagoniste à être lentement rongé par la flotte, jusqu'au jour où il finit par être tiré de ce calvaire par l'Ancien. L'Ancien est d'une entité étrange dont on ne sait pratiquement rien, et qui a sauvé Raziel de son tourment, le métamorphosant en un dévoreur d'âmes. En effet, l'Ancien souhaite voir tourner la roue de la vie, le cycle naturel de l'existence des âmes. Naissance, vie, mort et renaissance. Or, les vampires ne mourant pas, la roue est un peu bloquée, amplifiant ainsi la dégénérescence de Nosgoth. Un pacte est donc scellé entre les deux protagonistes. Armé de ses nouveaux pouvoirs, Raziel peut donc obtenir sa vengeance et éliminer Kain. Mais au passage, il devra massacrer ses frères et tous les vampires sur son chemin, permettant ainsi à leurs âmes de rejoindre le cycle éternel de mort et de résurrection. Je vais cependant faire une parenthèse ici afin de vous préciser quelque chose. Entre la mort de Raziel et son retour sur Terre, il s'est écoulé plus d'1 millier d'années, période durant laquelle une guerre sauvage a eu lieu entre les humains et les vampires. L'ultime guerre même, pourrait-on dire, qui s'est soldée par la sanglante défaite des humains, ne leur laissant plus qu'une unique forteresse infranchissable pour les buveurs de sang, là où ces derniers ont conquis la quasi-totalité de Nosgoth. Ouais, niveau équilibre du cycle des âmes, on peut comprendre que l'Ancien soit pas joasse. Donc quand vous m'entendrez faire référence à la guerre au cours de cette chronique, je parlerai essentiellement de cette dernière et sanglante opposition entre humains et vampires, qui a eu lieu pendant l'exil de Raziel. Notre héros se lance donc dans sa mission. Découvrant qu'un millénaire s'est écoulé, Raziel décide de voir comment son clan, les vampires qu'il a lui-même autrefois créés, ont pu traverser les siècles. Mais il déchante rapidement en se rendant compte que Kain les a fait exterminer. Poursuivant sa route, il écharpe son cadet Melkia avant de se rendre au sanctuaire des clans, une forteresse conçue autour des défuntes colonnes par le maître des vampires pour que lui et ses généraux puissent se rassembler. C'est là que Raziel tombe une première fois sur Kain, nullement étonné de le revoir. Les abysses ne t'ont pas épargné. Ouch! Je crois que c'est une façon polie de dire... Il trouve que t'as une sale gueule. Oui, c'est plus ou moins ça, oui, on peut le dire. Sauf que la conversation prend un tour étrange. Alors que Raziel énumère les péchés de Kain, à savoir son exécution et le massacre de son clan, le vieux vampire semble persuadé, non seulement de son statut divin, mais aussi que Nosgoth et l'ère des vampires touchent
à leur fin. Un combat s'engage au cours duquel Kain dégaine la Soul River. Mais alors qu'il l'abat sur Raziel, l'arme explose, ce qui non seulement ne semble pas choquer Kain outre mesure, mais au contraire, le satisfaire. Alors qu'il glisse dans la sphère spectrale pour reprendre des forces, Raziel a la surprise d'y retrouver la River, sous forme spirituelle, dont il s'empare aussitôt, mêlant leurs essences à jamais. Cette série d'événements pousse le fantôme d'Ariel à apparaître, offrant son savoir et ses informations aux protagonistes. Cela permet à Raziel de localiser ses autres frères, d'abord l'insectoïde Zéphon, dissimulé dans la cathédrale silencieuse, un ancien bastion humain pendant la guerre. Notre héros finit d'ailleurs par découvrir le tombeau des saints séraphéens, les principaux généraux formés par Malek pour affronter, ou plutôt devrais-je dire exterminer, les vampires de Nosgoth. Et Raziel a l'horrible surprise de se rendre compte que ces fameux saints portaient les noms de ses frères ainsi que le sien. Poursuivant sa route après cette découverte, Raziel atteint l'abbaye engloutie, elle aussi un ancien sanctuaire des humains pendant la guerre, désormais sous les eaux et servant de repère à Raab et ses descendants, devenus des vampires aquatiques. En dévorant l'âme de son frère, Raziel développe à son tour une immunité à l'eau et il finit par rallier la cité en ruine au milieu d'un désert de glace, possédé par un de ses derniers frères, Duma. La cité, autrefois très animée, étonne Raziel lorsqu'il contemple l'endroit, envahi de cadavres de vampires. S'il commence par soupçonner Kain, il s'avère qu'en réalité, Duma et les siens étaient si arrogants et persuadés d'être invincibles qu'ils ont été débordés et massacrés par des humains, réduisant les ultimes Dumaïm à l'état de charognards apatrides. Ramenant son frère des limbes pour mieux le brûler vif et dévorer ainsi son âme, y a pas de petit profit. Raziel est alors enfin armé pour rejoindre la caverne de l'oracle où l'attend Kain. Un lieu qui servait de gigantesque laboratoire temporel pour Moebius, et au fond duquel trône le chronoplaste, une machine à voyager dans le temps que Kain a appris à manipuler à sa guise, lui permettant d'accroître ses connaissances sur le passé et l'avenir. D'ailleurs, Raziel sera fortement perturbé par les différentes visions offertes par la machine, mais il refusera d'y croire, persuadé d'avoir affaire à des illusions. Si Kain semble avoir beaucoup d'informations sur la suite des événements, qui l'ont poussé à laisser ses enfants être massacrés par Raziel, il prétend notamment qu'ils sont tous manipulés par le destin, les empêchant d'avoir vraiment accès à la liberté. Un nouveau combat a lieu, au cours duquel Kain est blessé, mais il parvient à activer le chronoplaste et générer un portail temporel, lui permettant de mettre les voiles vers un autre endroit. Raziel se lance à sa poursuite, mais il atterrit dans un lieu inconnu, et se voit accueilli par ni plus ni moins que Moebius, le gardien du temps. Et c'est ainsi que s'achève Legacy of Kain Soul River. Mais attends, t'as pas oublié un point important du scénar? Non, je pense pas, pourquoi? Bah, tu as dit que Raziel a tué Melkia, Zéphon, Raab et Duma. Et du coup, à Turel, il lui arrivait quoi? Ah, oui, en effet. Eh bien, à la base, Turel était prévu comme boss supplémentaire, et on peut même le retrouver dans les fichiers du jeu, tout comme un certain nombre d'autres boss, genre une prêtresse humaine, ce qui aurait porté le nombre de personnages féminins de cet épisode à 2. Bah quoi? Non, je m'attendais à une remarque de Nile. C'est bizarre qu'elle réagisse pas. Parce qu'elle a compris que les gros veufs avaient rien à foutre là. Toi, c'est ton intervention qui avait rien à foutre là. Dégage! Donc, vous l'aurez compris, ce frère manquant au tableau de chasse de Raziel, et probablement tous les dialogues au virement un peu bizarres dont je vous parlais dans la partie sur le gameplay, eh bien il est fort probable que tout ça soit dû au couple pour respecter les délais. D'ailleurs, petite anecdote assez rigolote, tous les avenirs probables auxquels Raziel assiste dans le chronoplaste, eh bien ce sont des cinématiques qui auraient dû faire partie du soft à la base. Raziel aurait dû retrouver et éliminer Kain, et abattre Ariel pour que son âme rende la Soul River encore plus puissante. Mis à part tout cela, que dire de l'univers de Nosgoth? Eh bien, si le côté open world a été fortement réduit, ce qui est logique parce qu'une map en 3D c'est un chouïa plus complexe qu'une carte en 2D, on a droit à une version particulièrement appréciable de ce monde. Ouais, enfin, c'est quand même sacrément vide. Alors, primo, c'est un jeu de 1999. Et tu m'excuseras, mais réussir à sortir un quasi open world en 3D à cette époque, c'était déjà un tour de force. Et ensuite, c'est justifié par le scénario. On se trouve 2000 ans après Blood Omen, et le monde a subi la guerre ultime entre les vampires et les humains, qui l'ont perdu. Donc il n'y a pratiquement plus personne se baladant dans Nosgoth, à l'exception des Dumaïm qui sont, depuis le massacre de leur peuple, des charognards sans patrie, là où tous les autres vont rester essentiellement au même endroit. Excepté les Turelim. Mais bon, eux on sait même pas s'ils ont un lieu où se rassembler, alors... Donc ouais, l'aspect vide est parfaitement justifié. Attends, je suis pas sûr. Quand tu dis Dumaïm et Turelim, ça veut dire quoi? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas précisé ça. Tous les descendants des principaux vampires sont membres de leur clan, qui portent leur nom avec le suffixe im. Les Dumaïm pour Duma, les Zéphonymes sont les enfants de Zéphon, les Rahabim pour Rahab, etc., etc.
D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, les vampires de Soul River sont sacrément loin des clichés habituels auxquels on peut avoir droit. Monstrueux, hideux, gigantesques, aquatiques, bestiaux, insectoïdes, il y en a pour tous les goûts. Et ces changements physiques, ils sont dus au point abordé dans l'introduction, les mutations, qui permettent aux buveurs de sang d'acquérir de nouvelles capacités au fil du temps. Le problème étant que toutes les mutations ne sont pas nécessairement de gros avantages, notamment sur le plan esthétique. Ce qui impliquera 2-3 points relevés, mais j'y reviendrai plus tard. Mais d'ailleurs, avez-vous remarqué la partie érotique de Soul River ? Oui, du début à la fin, nous incarnons un personnage entièrement à poil. Oh oui, mesdemoiselles, contemplez la beauté de ce corps gracieux, un véritable régal pour les yeux. Contenez vos fantasmes, mesdames, devant cet Apollon sans la moindre parcelle de graisse. Non, sans déconner, est-ce que vous avez déjà eu affaire à un jeu vidéo où le personnage principal était une créature aussi hideuse ? Avant 99, je précise. Medieval. Ah, excellente remarque. Oddworld aussi. Ah, aussi. Et sinon ? Eh ouais, c'est très rare. Bah oui, pour attirer les joueurs, on met le plus souvent en avant des hommes bien charpentés, beaux gosses, ou au pire, des brutes épaisses. Et pour les femmes, mieux vaut les sexualiser le plus possible pour attirer les gamers en mal de présence féminine. On est bien d'accord. C'était du sarcasme, crétin. Faire du héros une créature volontairement hideuse, décharnée, rongée par des siècles de décomposition, c'était un choix artistique extrêmement risqué, qui au final s'est révélé putain de payant. Comme quoi, suivre les canons de beauté, c'est pas nécessairement la meilleure des options. Bref, trêve de plaisanterie. J'avais abordé rapidement le fait que les derniers humains s'étaient confinés dans un bastion, leur ultime citadelle où ils seraient à l'abri des vampires, où Raziel peut d'ailleurs se rendre une fois la nage obtenue. Un autre point intéressant, c'est que les humains auront une réaction différente en voyant Raziel. En dehors des fanatiques soumis aux vampires qui eux vous attaqueront à vue, si vous choisissez de ne pas faire de mal aux chasseurs que vous croiserez lors de vos premières rencontres, alors ils vous considéreront comme une quasi-divinité venue les sauver du fléau vampirique. Et ils iront même jusqu'à vous offrir gracieusement leur fluide vital pour vous sustenter. Pourquoi t'as pas mis d'extrait? Parce que j'ai oublié de jouer en étant sympa avec eux, ça va, fais-moi pas chier. Mais déjà, ce seul principe de gameplay est plutôt appréciable. C'est un choix qui n'aura pas énormément de conséquences sur votre partie, et absolument aucune sur la fin du jeu, mais c'est tout de même une très bonne idée. Abordons aussi vite fait le cas des séismes. Ils sont tout juste évoqués au début du jeu, et sont décrits par l'ancien comme la nature cherchant à se libérer de l'emprise de Kain. Ce qui est possible, vu l'état dans lequel sont les colonnes, c'est peut-être normal que Nosgoth ait tendance à partir en vrille de toutes les manières possibles et imaginables. Car c'est surtout ça qu'il faut retenir de Nosgoth. Pendant la jeunesse de Kain, il faisait encore à peu près bon y vivre, mais 2000 ans plus tard, c'est presque du post-apo. Et même Kain est conscient que c'est la même chose pour les vampires. Bah ouais, s'il y a plus d'humains à becter, les vampires vont avoir un peu de mal à rester en vie. Ils sont devenus trop nombreux, ont envahi le moindre mètre carré de terre viable, à tel point que l'absence de toute autre forme de vie, combinée à la dégradation des colonnes, a condamné le monde à sa fin. Et autre petit point appréciable, les développeurs ont laissé des petits easter eggs pour les fans de Blood Omen. Entre les références directes à l'histoire de Kain, comme la caverne de l'oracle et les monologues de Raziel sur les aventures de son créateur, les Séraphéens, une mention de Vorador, on retrouve Ariel, tout ça. Et on a aussi quelques idées plutôt bien amenées, comme la retraite de Nupraptor qui a fini par s'effondrer avec le temps, les colonnes en miettes autour desquelles Kain a construit son sanctuaire, tout ça sont des clins d'œil pour les fans du premier jeu, et en même temps, ils ont pensé aux joueurs qui arriveraient en cours de route, avec de vraies explications, mais du point de vue de Raziel. Ce qui fait qu'un nouveau joueur peut très bien remettre en question les affirmations de Kain, là où quelqu'un qui a déjà traversé Blood Omen sait d'office ce qui est vrai ou faux. Une des meilleures idées qu'ils ont eues, ça a été de placer une statue de Moebius dans le dernier niveau. Alors ça peut sembler anecdotique, mais ça permettait justement aux joueurs de mettre un visage sur le nom du gardien du temps. Ce qui fait que lorsque Moebius apparaît véritablement à la fin du jeu, tous les joueurs, habitués ou nouveaux, ont pu l'identifier. Et ça tombe bien qu'on finisse là-dessus parce qu'on va maintenant passer au personnage. Bon, là encore, va pas falloir s'attendre à autant de développement que dans les Longest Journey, mais malgré tout, il faut remarquer qu'il y a eu un travail d'écriture particulièrement subtil, même si on peut pas en dire autant pour l'ancien et Ariel. Parce qu'en vérité, en dehors de servir plus ou moins de poteau indicateur, ces deux personnages ne sont pas importants pour l'intrigue. Ariel n'a aucune utilité, si ce n'est de nous donner des indices parfois tellement alambiqués qu'on peut s'interroger sur leur sens. Tel un cadavre dans une eau peu profonde, la corruption flotte sur l'onde. Au-delà de ces colonnes, la vallée de cette souffrance résonne. Merci Ariel, j'ai absolument rien compris.
Quant à l'ancien, si c'est en effet grâce à lui que Raziel a pu être tiré des affres de la mort, on ne peut qu'établir des théories sur sa nature. On peut le considérer comme un maître des âmes, avide de rétablir l'équilibre de la roue de la vie, et que son pouvoir est fortement limité. Il a pu ressusciter Raziel et peut invoquer son esprit à ses côtés chaque fois qu'il est susceptible d'y passer, mais il ne peut pas agir concrètement dans la sphère matérielle. D'ailleurs, le seul moment où il impose clairement une limite à Raziel, c'est à la fin du jeu, alors que ce dernier s'apprête à voyager dans le temps en le prévenant que Au-delà de ce seuil, je n'aurai plus aucun pouvoir sur toi. Maintenant, est-ce que ça sous-entend que si jamais Raziel crève, il ne pourra plus être ramené à la vie? Ou est-ce qu'il y a une implication plus profonde et psychologique? Aucune idée. Mais heureusement, on a un peu plus à se mettre sous la dent avec les différents frères de Raziel, avec lesquels notre décharné favori va échanger avant de les mettre à mort. Et malgré le fait que ces dialogues ne soient jamais très longs, ils nous permettaient de parfaitement situer la manière dont ils s'appréciaient ou se détestaient. Par exemple, le Turelim Moloch laisse bien entendre que la trahison de Raziel a été une souffrance pour lui, sous-entendant qu'avant la mutation de Raziel, il l'appréciait sincèrement, avant de se mettre à le détester, là où notre héros n'avait pas l'air particulièrement enjoué de le revoir. Bon, Moloch n'est pas un des frères de Raziel, même si à l'origine une grande partie de leur discussion aurait dû revenir à Turel. Pour ce qui est des autres, c'est beaucoup plus complexe. On sent que Raziel et Zéphon se détestaient cordialement, et que l'exécution de son grand frère a été euphorique pour l'insectoïde, qui jubile encore un millénaire après d'avoir vu le favori se faire remettre à sa place. Dumas éprouve de la reconnaissance envers Raziel pour l'avoir tiré des limbes, mais ce dernier n'a pas l'intention de faire preuve de charité, vu qu'en compagnie de Turel, Dumas l'a balancé dans le lac des morts sans aucune compassion. Et je parle pas de son arrogance qui est à peu près au même niveau que celle de Zéphon, même si c'est un peu plus complexe. Dumas est sincèrement persuadé d'être le plus puissant, et il est prêt à le prouver chaque fois qu'il en a l'occasion. Là où Zéphon clame la même chose, mais préfère demeurer confiné au fond de son terrier, en attendant que des victimes affaiblies et désorientées le rejoignent. Mais en même temps, Zéphon est soudé au mur, donc comment il pourrait s'en aller pour prouver sa supériorité? C'est vrai, mais ça j'y reviendrai plus tard quand j'aborderai le cas des mutations. Raziel semble au contraire plus proche de Rab. Il viendra aussitôt le prévenir de leur lien avec les Séraphéens, et même s'il le vanne un peu, il est loin d'être aussi méchant et agressif qu'avec Zéphon. Rab se révèle être le fanatique du lot, s'emportant sitôt que Raziel dit du mal de Cain, le traitant de blasphémateur, et prétendant que leur créateur les a sauvés de leur humanité, car sans lui, ils étaient perdus. Mais s'il y a un frère dont je suis prêt à affirmer que Raziel était le plus proche, c'était de Melkia, qui est probablement un des personnages les plus subtilement développés de tout l'épisode. En effet, on nous explique qu'en tant que dernier né des enfants de Cain, Melkia était le plus faible de tous, et qui plus est affublé d'une atroce caractéristique, malgré son immortalité, sa chair est en perpétuelle décomposition. Le contraignant, tout comme ses descendants, à se revêtir des peaux de ses victimes pour remplacer son propre épiderme. Ce qui est confirmé lorsqu'on regarde son corps, sur lequel on peut repérer plusieurs visages. Ouais, vivre pour l'éternité comme ça doit pas être le bonheur. Et il nous dit lui-même qu'il est écœuré par sa propre apparence. D'ailleurs, on peut aussi supposer que lorsque Raziel l'assassine, Melkia se laisse faire. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah c'est simple, Melkia peut traverser les grilles, et vu le temps que met la presse hydraulique à descendre, oui, je pense pouvoir dire que le mec a accepté sa mort. Et meilleure preuve encore, son dernier mot. Quel soulagement! Donc ouais, Melkia s'est laissé tuer. Et sitôt son âme absorbée, Raziel s'effondre, horrifié par son propre crime, celui d'avoir massacré un de ses frères. Un reproche qu'il ne fera plus jamais de tout le jeu. Alors que pendant chaque dialogue, même si notre héros pouvait se montrer menaçant, il restait plutôt sympathique envers Melkia. Ah si, quand vous voyez comment il parle au reste de sa fratrie, clairement, c'est avec Melkia qu'il était le plus cool. Bon, maintenant il est temps de s'attaquer au gros morceau de cette partie, à savoir les personnages principaux, Cain et Raziel. Alors on va pas se mentir, niveau complexité, c'est pas le même level qu'avant. Parce que là encore, c'est Cain qui mérite à nouveau la palme de personnage le mieux écrit. Considéré comme une menace sans cœur par Raziel, ce qui est sans doute le cas en fait, si vous avez joué à Blood Omen, vous vous doutez que le gars s'est pas du tout amélioré en 2000 ans, mais néanmoins, on comprend qu'il ne s'est pas juste contenté de devenir encore plus méchant et égocentrique. En découvrant le chronoplaste de Moebius et toutes les informations auxquelles il pouvait désormais accéder sur le passé et l'avenir, il est devenu avide de connaissances. Et plus il en accumulait, plus il en arrivait à la fatidique conclusion, tous les êtres vivants sont soumis au destin. Un destin qui manipule chacun grâce à d'invisibles ficelles, rendant chaque existence dénuée de la moindre liberté. Or, Cain, en plus d'être conscient de tout cela, semble se réjouir à mesure que certains événements se produisent.
La destruction de la Soul River, l'arme la plus puissante ayant jamais existé dans tout Nosgoth, a l'air de le ravir, et l'approche du jugement final le fait éclater de rire, au point qu'il admet à la fin du jeu avoir volontairement sacrifié ses fils à la rage de Raziel. Et c'est là que ça va devenir difficile. En dehors du cas des mutations, promis j'y reviens plus tard, le personnage principal est un héros relativement classique, en dépit de son apparence monstrueuse qui l'horrifie et ne lui donne même pas envie de continuer à exister, et qui craint fortement la Soul River au point que son premier réflexe quand Kain la dégaine c'est de reculer, il se révèle être littéralement un chevalier blanc protecteur de l'humanité. Un saint qui a été enlevé par Kain après sa mort et fut transformé en vampire, l'espèce qu'il avait autrefois juré de combattre jusqu'à son dernier souffle, révélant ainsi davantage la perversité de Kain. Ouais, même Vorador y avait pas pensé à ce coup-là, c'est dire. Même s'il faut l'avouer, Raziel est pas le dernier lorsqu'il s'agit d'aligner les punchlines. Tenez, par exemple, vous vous souvenez quand Kain lui disait qu'il avait une sale gueule? Les abysses ne t'ont pas épargné. Aujourd'hui comme hier, je suis ta création. Critiquerais-tu ton œuvre? Ce qui est une manière très polie de répondre, tu prétends être un dieu, et c'est toi qui m'as créé. Donc si j'ai une sale gueule, c'est peut-être parce que t'as fait un boulot de merde. Le problème, c'est que si à l'origine le seul moteur de sa personnalité est son désir de vengeance, la découverte de son ancien lui le pousse à admirer ce qu'étaient les Séraphéens, à les voir comme des rédempteurs pourfendant le mal au péril de leur vie. Un fanatisme qui le pousse même à refuser d'admettre que Kain ait pu prévoir son retour parmi les vivants et deviner qu'il massacrerait ses frères. Mais si Kain était prêt à laisser mourir ses généraux, pourquoi être venu avertir Rahab de la venue de Raziel? Il m'a dit que tu viendrais. Tout connement, parce que le seul de ses fils qu'il est allé prévenir, c'est le fanatique du lot. Donc, celui qui aurait été prêt à faire n'importe quoi pour Kain, y compris à lui prouver qu'il pouvait affronter Raziel seul à seul. Raison pour laquelle il s'est enfermé tout seul dans une pièce à tourner en rond, en attendant que son frère vienne le chercher, pour un affrontement à la loyale. Si ça n'avait pas été le cas, il aurait très bien pu tendre un piège à Raziel et user de tous ses descendants pour l'entraîner dans la flotte. C'est de l'interprétation, je le reconnais. Mais pour le coup, ça me semble assez logique. L'autre petit problème, c'est que, étant désormais un ardent défenseur des Séraphéens, ça peut poser un souci au joueur qui a testé Blood Omen. Nous, on sait que l'ordre des Séraphéens, c'était essentiellement des bouchers qui ont massacré des milliers de vampires, parfois totalement innocents, au point que leur espèce a été pratiquement éradiquée. Et pourtant, Raziel le précise lui-même avant d'ouvrir leur tombe. Les guerriers séraphéens ont combattu les tribus vampires de Nosgoth. Sûrs de leur bon droit, ils ont commis des actes d'une terrible barbarie. Ils ont décimé des lignées entières en quelques années seulement. D'ailleurs, le point le plus hypocrite, c'est sûrement alors que Kain lui explique une grande partie de ses intentions et des raisons de ses gestes, ce à quoi Raziel lui réplique « Tu te perds dans les méandres de ta morale relativiste, Kain. » Ouais, et c'est là que Raziel chute le plus brutalement. Parce qu'il ne s'est pas rendu compte que son ultime argument, c'est précisément un reproche qu'il pourrait s'adresser à lui-même. Il se persuade constamment que les visions de l'avenir ne peuvent être qu'une illusion et pas la réalité, que jamais il ne ferait de mal à un être innocent comme Ariel, et que ça ne peut être qu'une manière de le flouer. Il était au début guidé par sa haine et son désir de vengeance, mais son fanatisme des Séraphéens rend Raziel encore plus redoutable et dangereux, parce qu'il se persuade d'être le détenteur de l'ultime vérité et de la justice. Et pourtant Kain est loin d'être aussi noir que Raziel l'imagine. Pour ma part, le simple fait qu'il détourne le regard alors que Raziel est exécuté est pour moi une preuve qu'il fait là un sacrifice qui lui en coûte. Condamner son fils favori à un tourment millénaire pour qu'il devienne au final une créature désireuse de lui faire payer, en allant jusqu'à massacrer le reste de ses enfants. Dès le début, il savait ce qui se passerait. Et pourtant, Kain a objectivement décidé de poursuivre l'exécution, pour accomplir un plan que nous n'avons fait qu'effleurer. Ou qui n'avait pas été encore imaginé par les scénaristes. Mais bon, ça c'est un détail. Ah, je me serais attendu à ce que tu sautes cette partie. Mais pourquoi ça? Bah, t'as toujours dit que Soul River était un de tes jeux préférés, alors Ouais, tout comme Mafia, ce qui m'a jamais empêché de pointer ses imperfections du doigt. Ah ouais, pas faux. Sauf que pour le coup, ça va être assez compliqué, car autant il y a quelques vrais problèmes dans l'intrigue et l'univers, mais la majeure partie des points gênants que j'ai pu relever, soit c'était de fausses incohérences, soit c'était des erreurs assez mitigées. Ça veut dire quoi? Eh bien, par exemple, prenons le cas de Raziel, qui n'a carrément plus de mâchoire, ce qui l'empêche pas de taper de longs dialogues avec pratiquement tous ceux qu'il croise. Si vous avez déjà vu Au revoir là-haut, si c'est pas le cas je vous le conseille, on a affaire à un personnage qui a pratiquement le même problème. Et niveau communication, c'est pas la joie. Pourtant, on n'est pas dans un univers si cartésien. La magie existe, et on ne sait pas vraiment ce qu'est devenu Raziel. Peut-être qu'il peut formuler des mots autrement, peut-être qu'il parle par télépathie, c'est pas très réaliste, mais dans cet univers, c'est pas impossible.
J'ai aussi quelques doutes sur les Séraphéens, parce que j'ai toujours pensé qu'ils avaient été une armée entière, pas qu'on avait uniquement 6 pégus en armure. Or, il semble que c'était l'opinion de cet opus, en considérant que les Séraphéens n'étaient que 6 hommes, dirigés par Malek. Ou alors les saints n'étaient que des généraux? Mais la vraie question c'est... Kain a attiré les Séraphéens de leur tombe pour en faire des buveurs de sang. Or, quand Kain est devenu un vampire, si on se fie à la chronologie, les Séraphéens étaient morts depuis 500 ans, à la louche. Donc, même en admettant que les conditions de préservation soient optimales, après tout ce temps, il ne devrait plus rester que des squelettes. C'est possible de transformer un squelette en vampire? Cependant, il faut garder un point en mémoire. Kain peut voyager dans le temps. Donc il est tout à fait possible qu'il se soit introduit dans leur tombe juste après leur enterrement, qu'il ait récupéré les corps et soit ensuite revenu à son époque pour les vampiriser. Et je pense que c'est la seule option possible. Perso, j'ai surtout été gêné par le combat contre Rab. Pourquoi ça? Bah, ce sont des vampires aquatiques, mais hyper sensibles au soleil. Ouais. Bah du coup, c'est un peu con d'avoir un système qui permet de faire cracher la lumière du soleil dans ton refuge si t'y es allergique, non? Bonne remarque, mais tu oublies un point. Ce n'est pas Rab qui a conçu l'endroit. Avant, cette abbaye servait de refuge aux humains pendant la guerre contre les vampires. Donc, qu'ils aient ce genre de piège, bah, c'est plutôt cohérent. Bon, par contre, le fait que ça s'active en brisant des vitraux... Ouais, là, ok, c'est Zarbi. Et que Malek ait pas eu droit à un fantôme avec le veau de Séraphéen fait pas Ilovic? Ah, pas vraiment. Malek, il est mort très longtemps après les Séraphéens. Et suite à tout ce qui s'est passé, sa malédiction, l'enfermement de son âme dans une armure, tout ça... Alors oui, on peut se demander pourquoi après sa mort, personne n'a jamais tenté de remettre son cadavre dans sa tombe, mais... En dehors du fait que Kain a massacré tous les gardiens et pris le pouvoir, et que le corps de Malek soit perdu dans un bastion lui-même dans un endroit tellement glacial qu'y aller en armure peut te souder le métal à la chair, je comprends que personne ait voulu tenter le coup. Non, si vous voulez de vraies incohérences pures et dures, bon déjà on a le pouvoir de Zéphon, qui vous permet d'escalader certains murs, mais uniquement ceux qui sont friables, contrairement aux Zéphonymes qui eux peuvent grimper sur toutes les surfaces. Bien pourri le pouvoir! Surtout que je suis à peu près persuadé que c'est une capacité que Raziel aurait pu développer tout seul de son côté sans se faire chier à explorer cette putain de cathédrale labyrinthique de... Pardon. Mais aussi, on peut parler des ailes de Raziel. Kain n'ayant pas apprécié qu'on lui coupe l'herbe sous le pied, il arrachera les os des ailes du héros. Du coup, on peut se demander comment les restes d'ailes parviennent à se maintenir en place, mais aussi, qu'à la base, les ailes avaient l'air de partir du bas de son dos, tandis que dans tout le reste du jeu, elles ont l'air de venir des omoplates. Et on va passer sur ce qui est pour moi un des aspects les plus mitigés de cet univers, les mutations, qui sont toujours censées intervenir en priorité chez Kain. Les vampires développent alors des caractéristiques qu'ils transmettent à leurs descendants. On peut donc supposer que Kain a développé ses griffes trifides avant de vampiriser ses généraux, mais qu'il a obtenu sa peau écailleuse après. Le truc, c'est qu'entre l'exécution de Raziel et sa résurrection, tous les généraux ont évolué à mort, sauf Kain, alors que le mec déteste qu'on mute avant lui. Mais t'avais dit qu'il avait tout prévu. Peut-être que c'était juste un prétexte pour balancer Raziel dans le lac des morts. Et qu'après, il en avait plus rien à faire que ses généraux évoluent sans lui. Pourquoi pas, ça pouvait effectivement être juste une excuse pour se débarrasser de Raziel. Mais quand même, pourquoi ne plus avoir évolué du tout? Et maintenant qu'on est sur ce fameux sujet, on va continuer à en parler, mais en tant qu'interprétation. J'ai un petit souci avec certains points des mutations, et j'ai développé quelques hypothèses à ce sujet. La principale question que je me suis posée étant, est-ce qu'une mutation s'opère volontairement? Non, parce que, imaginez que vous bossez en tant que général vampire aux côtés de Kain pendant un millier d'années, je pense que vous allez finir par cerner son égoïsme. Et donc, vous allez comprendre que si vous essayez de muter avant lui, logiquement, ça risque de vous revenir très vite dans la gueule. Or, par Raziel. Donc, soit les mutations sont aléatoires, auquel cas on peut se demander pourquoi Kain n'a pas davantage évolué, soit elles sont volontaires. Ça veut dire que Raziel a volontairement choisi de devenir l'adversaire de Kain. Et là, son désir de vengeance n'est plus seulement justifié comme une injustice. Il aurait volontairement forgé son destin qui l'a mené à l'échafaud. Mais pourquoi il aurait fait ça? Par arrogance. Parce qu'après tout, les vampires de Nosgoth, et notamment ceux au service de Kain, débordent tous d'orgueil et de fierté. Sauf Melkia. Donc il ne serait pas impossible que, en tant que premier-né des lieutenants de Kain et favori du seigneur vampire, Raziel ait été, en réalité, aussi présomptueux que le reste de sa fratrie. Ça, c'était ma première théorie. La seconde, elle est en lien avec ma supposition que Zéphon était un lâche. Cette hypothèse, c'est que les mutations seraient en lien avec la personnalité des vampires. Dumas est décrit comme un guerrier fier, et a donc développé un corps puissant et humanoïde, parfait pour les combats. Melkia, détestant son apparence et s'étant réfugié dans une nécropole pour ne plus subir le regard des autres,
s'est de plus en plus assimilé à une goule ou un spectre, le rendant capable de traverser les obstacles. Raziel souhaitait s'élever au-dessus de Kain, ce qui lui a fait déployer des ailes. Rab s'est réfugié dans l'eau pour échapper au soleil, et... Bon ok, pour Turel, j'en sais trop rien, mais vu ses descendants, je suis prêt à parier que ça devait être un bon gros bourrin. Et enfin, Zéphon, qui s'est pratiquement métamorphosé en cocon insectoïde pendant des œufs. Il est certes énorme et tout puissant dans son domaine, mais aurait en réalité été si lâche et peu désireux de le quitter, qu'il se serait progressivement soudé à son environnement. Et ma dernière interprétation, elle concerne la fameuse roue de la vie. Le cycle des morts et des renaissances pour les âmes, tout ça, et les vampires qui foutent la merde car ne rendant jamais leur âme à la roue. Et on peut effectivement se dire que c'est pour ça que l'ancien choisit de s'associer à Raziel, en le transformant en mangeur d'âme. Ah merde! Du moins, c'est ce que je me suis dit au début. Parce que, c'est quand même assez contradictoire. Si vous voulez libérer des âmes, vous allez pas envoyer quelqu'un qui va les bouffer. D'où ma théorie selon laquelle, si Raziel dévore les âmes, ça permet de les empêcher d'errer, et donc de les renvoyer à la roue de la vie. Après tout, si c'est l'ancien qui lui file ce pouvoir, ce serait logique qu'il ait prévu un truc du genre, non? On a même le cas des Sluag, considérés comme les charognards du monde du dessous, qui sont tout autant une menace pour les âmes réfugiées dans les abysses spectrales. Car si un Sluag leur met la main dessus, elles ne trouveront jamais la paix. Donc on peut supposer, là encore, qu'en dévorant les Sluag, Raziel rend toutes les âmes qu'ils ont capturées à la roue. Et pour finir là-dessus, j'aimerais vous rappeler le fameux combat contre Duma. Car oui, après avoir passé des siècles dans les limbes, comme tout vampire, Duma s'est adapté en devenant à son tour un bouffeur d'âme. Donc pour le coup, on a vraiment affaire à un duel de mangeurs d'esprit. Le premier qui gagne bouffera l'âme de son adversaire. Et on peut même supposer que, sans le soutien de l'ancien, ça aurait été le premier vrai combat où l'immortalité de Raziel aurait été mise en péril. Wouhou! Putain, qu'est-ce que ça fait du bien de se replonger dans un excellent jeu. Parce que ouais, faut le dire, Soul River premier du nom est un jeu monstrueusement plaisant. Pas parfait, hein, malheureusement, il y a toujours quelques petits défauts techniques et on peut regretter qu'il y ait eu autant de coupes, mais bon. Et pour ce qui est de la note, 19 sur 20. La nostalgie joue toujours, je ne le nie pas, mais je persiste à penser qu'il mérite cette note. Couplé à la note du gameplay, ça nous donne 18 sur 20. Et ben voilà, on va laisser peser. Clairement, si Amy Hennig avait réussi à tout juste sauver Blood Omen du naufrage, quand elle s'est lancée en Soul River, elle a eu d'excellentes idées et elle s'est associée à des gens talentueux pour nous pondre un excellent soft. Et malheureusement, ça va pas durer. Dis donc, ça fait plusieurs fois que Nail aurait pu intervenir, mais je l'ai pas entendu de tout l'épisode. Ouais, c'est normal, elle est dans sa chambre, elle est malade. Ah merde, c'est vrai qu'elle est humaine. Bon bah, espérons qu'elle se remettra pour le prochain épisode, qui lui sera dédié à Blood Omen 2. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis.